Un catalyseur est une espèce chimique qui peut diminuer la durée d'une transformation. On dit alors que la réaction est catalysée. Il existe trois types de catalyse. La catalyse homogène, ou la catalyse hétérogène, ou encore la catalyse enzymatique. Nous allons commencer par regarder un exemple de catalyse homogène. Il s'agit de réaliser une réaction d'oxydoréduction entre le peroxyde d'hydrogène qui se trouve dans cette éprouvette et les ions tartrate qui se trouvent en solution dans le bécher. Donc on réalise le mélange. Dans le bécher, on ajoute le peroxyde d'hydrogène de formule brute H2O2. Voilà. Les deux solutions sont incolores. Avec la baguette en verre, on agite pour homogénéiser la solution. Et on observe attentivement à l'intérieur du bécher. Voilà. Un gros plan va être réalisé. Est-ce qu'on observe quelque chose? Non, on n'observe rien. En fait, la réaction est très très lente. Alors, je vais en profiter pour vous montrer l'équation bilan de cette transformation. Alors, voici l'écriture de l'équation bilan de la transformation. Donc ici, on a le peroxyde d'hydrogène, là, les ions tartrate. Et pourquoi on sait qu'il ne se passait rien dans le bécher? Tout simplement que lorsqu'on regarde les produits de la réaction, on voit qu'il devrait se former du CO2, du dioxyde de carbone, à l'état gazeux. Or, on voyait bien que dans le bécher, il n'y avait aucune bulle, aucun gaz qui se dégageait. Alors, retournons voir l'expérience. Eh bien, dans le bécher, nous ne voyons toujours pas de dioxyde de carbone, pas de dégagement gazeux. C'est pour ça que l'on va faire intervenir notre catalyseur. Il s'agit des ions cobalt. Alors, les ions cobalt se trouvent dans cette éprouvette, ils sont en solution. Ce sont les ions cobalt CO2+, et c'est eux qui donnent cette couleur rose à la solution. Alors, on va effectuer le mélange. Voilà, on verse la solution qui contient les ions cobalt 2. On homogénéise avec la baguette en verre. Et puis, on va regarder s'il se passe quelque chose. Alors, dans le bécher, pour l'instant, on voit que la couleur rose commence à changer. Elle commence à passer. Donc ça veut dire que en fait les ions cobalt 2 sont en train de réagir. Alors, on va regarder l'équation bilan de cette réaction des ions cobalt 2. Alors, maintenant qu'il y a les ions cobalt 2, les ions cobalt 2 CO2+ vont réagir avec le peroxyde d'hydrogène, selon cette équation bilan. Et on voit que les ions cobalt 2 CO2+, effectivement, vont disparaître et vont être oxydés en ions cobalt 3, CO3+. Et les ions cobalt 3 en solution donnent une couleur verte. Donc logiquement, on devrait observer un changement de couleur. Voilà, donc maintenant que les ions cobalt 3 sont présents en solution, on voit un dégagement gazeux, c'est-à-dire que les ions cobalt 3 présents en solution vont réagir avec les ions tartrate. Alors regardons cette équation bilan. Alors voilà, les ions cobalt 3, CO3+, maintenant vont réagir avec les ions tartrate et vont donner effectivement du dioxyde de carbone. Donc ça explique parfaitement le dégagement gazeux, on voit très nettement une effervescence. Il y a une autre chose qui est remarquable, c'est que les ions cobalt 3 vont redonner les ions cobalt 2 CO2+. Retournons voir l'expérience. Donc, dans l'expérience, on voit la coloration verte due à la présence des ions cobalt 3, la forte effervescence due au dégagement gazeux de dioxyde de carbone. Voilà, ça devient de plus en plus important, ce dégagement de dioxyde de carbone. On voit que c'est une transformation beaucoup plus rapide que précédemment, et ça y est, l'effervescence s'arrête, il n'y a plus de dioxyde de carbone qui est dégagé. Donc il y a un des réactifs qui est limitant. Est-ce que c'est le peroxyde d'hydrogène ou est-ce que ce sont les ions tartrate? Donc on va bien regarder la fin de la transformation. Voilà, la coloration verte disparaît et on voit une coloration rose qui apparaît. Les ions cobalt CO2+ sont revenus. Voilà, c'était le catalyseur de départ. Alors si on regarde l'ensemble des équations bilan que l'on a écrites, on voit que dans un premier temps,
le catalyseur qui apparaît sous forme d'ion cobalt CO2+, qui donne une coloration rose à la solution. Il y a une réaction entre ces ions et le peroxyde d'hydrogène. Les ions cobalt 2 sont oxydés en ions cobalt 3. Puis les ions cobalt 3 sont réduits à nouveau, puisqu'on voit on passe de CO3+ à CO2+, ils sont réduits par les ions tartrate. Et c'est à ce moment-là que le dioxyde de carbone fait son apparition dans le mélange réactionnel. Donc en fait, les ions cobalt 2, ils sont consommés, puis après, ils réapparaissent à nouveau. Donc en fait, lorsqu'on additionne ces deux équations bilan, on s'aperçoit qu'on va retrouver l'équation bilan que l'on avait écrite au départ, qui traduisait la réaction d'oxydoréduction entre le peroxyde d'hydrogène et les ions tartrate. On dit que les ions cobalt 2 sont régénérés. Comme ils sont régénérés, il n'est pas nécessaire d'en mettre une grande quantité pour que la transformation se fasse plus rapidement. Maintenant, il reste quand même quelque chose de mystérieux. Pourquoi, avec deux réactions, on irait plus vite qu'avec une seule réaction? Alors, je vais vous expliquer cela avec un petit schéma. Alors maintenant, supposons que vous deviez aller d'un point A à un point B. Pour aller du point A au point B, vous devez passer par-dessus un obstacle. Mais c'est un obstacle qui est très grand. Ce qui fait que vous allez devoir vous y reprendre à plusieurs reprises pour pouvoir passer par-dessus. Vous allez donc perdre du temps. Maintenant, imaginons qu'on vous propose un chemin avec non pas un obstacle, mais deux obstacles. Sauf que sur ce chemin, en fait, les obstacles sont beaucoup plus petits et donc beaucoup plus facilement franchissables. Vous comprenez bien que dans ce deuxième chemin, vous allez vous rendre plus rapidement du point A au point B. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre l'intervention de catalyseur. Derrière chaque réaction, on peut imaginer qu'il y a une barrière à franchir. On pourrait parler d'une barrière d'énergie potentielle. Rajouter un catalyseur, cela revient à effectuer deux réactions, mais cette fois-ci les barrières d'énergie potentielle à franchir sont très petites. Donc la durée de la transformation totale est beaucoup plus courte. La catalyse que l'on vient de voir s'appelle une catalyse homogène. En effet, les ions cobalt sont dissous en solution, comme les réactifs. Voilà pourquoi on parle d'une catalyse homogène. Il existe un deuxième type de catalyse qui est la catalyse hétérogène. Alors, pour cet exemple de catalyse hétérogène, on va regarder ce qu'il se passe avec les produits d'entretien pour les lentilles de contact. Alors, le produit d'entretien, en fait, contient du peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène a la faculté de réagir sur lui-même et de permettre un dégagement de dioxygène. Seulement, cette réaction est extrêmement lente. Et c'est là qu'intervient un catalyseur. Alors, le catalyseur est à base de platine. Il se trouve au fond du flacon. Et dans ce flacon, on a une cage qui renferme tout simplement la lentille de contact. Alors, pourquoi utiliser du peroxyde d'hydrogène? Eh bien, le peroxyde d'hydrogène qui réagit sur lui-même, on a vu, produit du dioxygène. Le dioxygène est un bactéricide. Il détruit les bactéries. Et de plus, le mouvement incessant des bulles de dioxygène dans le flacon va décoller les impuretés qui se trouvent sur les lentilles de contact. Donc c'est un moyen pratique de nettoyer ces lentilles. Alors, la décomposition de l'eau oxygénée se fait à la surface du catalyseur, donc au fond du flacon. Une dernière remarque, on ne nettoie jamais des lentilles de contact avec de l'eau, car l'eau contient des ions qui vont après se glisser entre la lentille et le cristallin de l'œil, et ces ions vont endommager de façon irrémédiable le cristallin. Alors regardons la vidéo qui illustre le nettoyage des lentilles de contact. Voilà, donc ici vous voyez la cage dans laquelle est enfermée la lentille de contact. Là vous avez le catalyseur, et maintenant on va plonger l'ensemble dans le flacon. Donc on a rempli le flacon avec du peroxyde d'hydrogène, on a placé la cage avec sa lentille de contact et on voit qu'il se forme du dioxygène. Ça y est, le dioxygène remonte à la surface et nettoie la lentille de contact en retirant tout simplement les impuretés. Voilà, c'est trop tard. Voilà, donc là on est en train de remplir le flacon avec du peroxyde d'hydrogène, on plonge la lentille de contact et son catalyseur qui est au fond à base de platine, et on voit, ça y est, le dioxygène qui se dégage, qui remonte à la surface, qui enlève les impuretés sur les lentilles et tue les bactéries.
Alors maintenant, le problème d'un catalyseur, c'est qu'en fait, les réactions ont lieu à la surface du catalyseur. On appelle ça la surface active. J'ai plus qu'à recommencer. Voilà, donc là on est en train de remplir le flacon avec du peroxyde d'hydrogène. On va placer la cage qui contient la lentille de contact, le catalyseur solide qui est au fond. Ça y est, des bulles de dioxygène se forment. Alors on voit très nettement que les bulles de dioxygène se forment à la surface du catalyseur. Et justement, cette surface de contact entre le catalyseur et les réactifs est appelée surface active. Un catalyseur sera d'autant plus efficace que sa surface active sera grande. C'est pour cela que l'on peut utiliser le catalyseur sous forme de poudre ou de mousse. Alors je vais vous montrer un exemple. Alors voici une mousse de carbure de silicium utilisée dans les pots catalytiques des voitures. Ce catalyseur en fait permet de favoriser des transformations chimiques qui permettent de transformer les polluants en des molécules non toxiques. Vous voyez que la surface est très grande pour maximiser tout simplement les transformations. Alors maintenant nous allons voir un dernier type de catalyseur. Nous allons voir la catalyse enzymatique. Dans la catalyse enzymatique, le catalyseur est une enzyme, c'est-à-dire une macromolécule d'origine biologique, appelée protéine. Elle est constituée d'un enchaînement d'acides alpha-aminés. Alors il faut retenir qu'elle est d'une très grande efficacité. Par exemple, la catalase, qui est une enzyme utilisée pour décomposer l'eau oxygénée, elle est 1 million de fois plus efficace qu'un autre catalyseur, par exemple les ions fer3. L'uréase, une enzyme qui décompose l'urée, est 10 puissance 14 fois plus efficace que les ions H+, autre catalyseur qui peut servir à décomposer l'urée. Alors, où trouver de la catalase? Eh bien, dans les légumes qui poussent sous terre, radis et oignons. Alors, on va regarder justement une petite expérience. Donc voilà notre radis, ou plutôt ce qu'il en reste. Ici, on a une rondelle de radis. Là, on a un bécher avec du peroxyde d'hydrogène dedans. On va mettre la rondelle de radis dans le bécher et on va regarder ce qui se passe à la surface de la rondelle de radis. Eh bien, oui, non, si, ça y est, on voit les bulles de dioxygène qui se forment. Donc le peroxyde d'hydrogène réagit bien sur lui-même, et ce, grâce à une enzyme qu'on appelle la catalase, et qui se trouve à l'intérieur du radis. Alors, cette enzyme, on la retrouve aussi dans le sang. C'est pour ça qu'on utilise en fait le peroxyde d'hydrogène comme désinfectant pour les plaies. Lorsque le peroxyde d'hydrogène rentre en contact avec le sang, dans le sang il y a la catalase, le peroxyde d'hydrogène réagit sur lui-même, c'est une réaction de transmutation, et ça libère du dioxygène qui va détruire les bactéries et retirer les impuretés. Maintenant, il y a une dernière chose à savoir sur les catalyseurs, c'est qu'un catalyseur peut être sélectif. On va maintenant regarder un exemple de sélectivité du catalyseur dans la décomposition à chaud de l'éthanol. Voilà donc la réaction, la transformation à chaud de l'éthanol sur deux catalyseurs différents. Lorsque le catalyseur est du cuivre, on obtient de l'éthanal, et lorsque le catalyseur est de l'alumine, un oxyde d'aluminium, on obtient de l'éthène. Dans les deux cas, il s'agit des réactions d'élimination, puisque là on avait une liaison simple et ici on a une liaison double entre le carbone et l'oxygène, derrière le groupe carbonyle. Là, on a une liaison double que l'on voit très nettement entre les deux carbones. La première transformation s'appelle une déshydrogénation, on produit du hydrogène. La deuxième s'appelle une déshydratation, on produit de l'eau. Voilà, on peut ajouter qu'il s'agit d'une catalyse hétérogène. En effet, dans les deux cas, les catalyseurs sont solides et les réactifs sont gazeux. Alors on va finir avec un petit tableau de comparaison entre la catalyse homogène et la catalyse hétérogène. Alors avec la catalyse homogène, toutes les molécules du catalyseur sont disponibles. Dans notre exemple, ce n'étaient pas des molécules, c'était des ions, les ions cobalt. Ils ont tout de suite réagi avec le peroxyde d'hydrogène. Par contre, le problème, à la fin de la transformation, les ions cobalt, ils étaient toujours présents dans le milieu réactionnel. Donc il y a un problème de recyclage. Comment retirer les ions cobalt? Avec la catalyse hétérogène, le problème ne se pose pas. Le catalyseur est solide, les réactifs sont soit en solution, ou alors dans une phase gazeuse. Il est très facile de séparer le catalyseur des réactifs. Le seul inconvénient, c'est de réussir à fabriquer un catalyseur avec la plus grande surface active. Voilà, c'est terminé.